Le Premier ministre, c'est le leader politique actuellement d'un parti politique. Et il a été empêché d'être candidat. C'est ça en fait la réalité. Chef de la majorité aussi. Chef de la majorité. Ouais. Il a été empêché d'être candidat par votre ancien président. Ce que je dis, c'est factuel. Le Premier ministre est plus visible que le président. Mais en quoi c'est problématique, par exemple? Non, soyons concrets. En quoi c'est problématique? Je n'ai pas dit que c'est problématique. Moi, mon argumentaire, c'est par rapport au fait que tu voulais nous faire comprendre que pour la première fois, on est dans une normalité dans les relations entre le président et le Premier ministre, en donnant l'exemple de Mamadou Dia. Je vous dis que non, c'est plutôt le contraire, parce qu'aujourd'hui, on a un Premier ministre qui est beaucoup plus visible que le président de la République. Bonsoir à tous. Le 24 mars 2024, Bassirou Diomaye Faye est élu président de la République du Sénégal, le plus jeune président d'un pays présenté comme le pôle de stabilité démocratique dans la sous-région. Un an après, quel bilan peut-on tirer de sa présidence? Comment va le Sénégal sous Bassirou Diomaye Faye? Et pour en parler, je reçois Abdou Fleur, analyste géopolitique. Bonsoir Abdou. Bonsoir Carline. Katiali Noba, membre des cadres du PASTEF. Bonsoir. Bonsoir Carlyle. J'ai bien dit aujourd'hui. Oui, tout à fait. Bonsoir Abdou. Mais si on va se plonger un peu dans les souvenirs, on va repartir un peu au 24 mars 2024. Comment vous avez accueilli cette nouvelle de l'élection du plus jeune président de la République du Sénégal? Merci déjà. Et c'est un plaisir de venir aujourd'hui parler, en fait, on va dire, des 1 an de présidence de Diomaye Faye. À l'époque, c'était un sentiment de fierté, de satisfaction, parce que les 3 dernières années étaient quand même très difficiles sur le plan, on va dire, émotionnel. On était dans une situation assez compliquée, d'incertitude aussi. Le pays aurait pu basculer, mais grâce à cette élection, on a retrouvé un petit peu de confiance pour l'avenir du Sénégal. Et aussi, un jeune président, ça veut dire que c'est du dynamisme qu'on va avoir. Et c'est ce qu'on a eu pour moi depuis qu'il est à la tête de ce pays. Une équipe aussi qui est resserrée, donc autour d'un chef, le Premier ministre, aujourd'hui, qui dirige d'une main de fer le gouvernement. Ce que je vois aussi, c'est plutôt un gouvernement qui ne se précipite pas. On reviendra dans le détail tout à l'heure. Hein. Ouais. Je veux juste d'abord vos impressions, vos souvenirs un peu de ce 24 mars 2024. Abdou? Alors, le Sénégal a été encore une fierté, en tout cas pour l'Afrique et pour le monde, malgré les péripéties qui ont précédé quand même cette élection. Le lendemain, le président a été élu. Dès le soir, tard dans la soirée, on connaissait quasiment les résultats. Dès le premier tour, donc personne n'a contesté. C'est le Sénégal, c'est la démocratie sénégalaise qui s'est encore montrée beaucoup plus solide, beaucoup plus forte qu'on ne le pensait. Et surtout un engouement dans le sens où il y avait de l'espoir, parce que ceux qui ont été élus aussi ont été des opposants durs, pour ne pas dire radicaux, et qui ont beaucoup promis. Ce qui a suscité cet engouement, cet enthousiasme. Mais aujourd'hui, 1 an après, je ne suis pas sûr qu'on a toujours ce même engouement, ce même enthousiasme. En tout cas, je parle de la population sénégalaise. Et on aura l'occasion d'y revenir. Justement, et on parle du Sénégal. Comment va le Sénégal sous Diomaye Faye? Alors, je dirais que le Sénégal est en train, en tout cas, de se remettre sur les rails, doucement. Puisque depuis qu'on est arrivé au pouvoir, on est en train de revoir les fondamentaux de l'économie du Sénégal. Donc déjà, avec tout ce qui est les comptes publics, donc le rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir, effectivement, on en avait déjà parlé, mais on est en train de faire, en tout cas, on a fait pas mal d'audits, aussi bien sur le plan foncier, l'audit des contrats qui ont été signés, la masse salariale aussi au Sénégal, les ressources humaines. Donc tous ces chantiers en tout cas sont en cours et que ça permet d'avoir en tout cas de faire le diagnostic en tout cas qui est exhaustif sur la situation. C'est un pays qui va bien aujourd'hui selon vous? Alors c'est un pays en tout cas qui se remet sur les rails parce qu'il faut le dire, on vient de sortir de 3 années de crise politique
Et aussi, il y avait aussi, à côté de cette crise, il y avait une crise économique qui découlait en fait de la crise Covid. Donc ça, c'est vrai. Et donc aujourd'hui, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est de revoir les fondamentaux, de reconstruire les fondamentaux, puisque on ne faut pas être dans une vision court-termiste. Donc, on est dans une vision à long terme. Et donc, pour cette vision à long terme, il est essentiel qu'on marque une pause, de s'attarder sur les fondamentaux. Et ce qu'on a pu voir, en tout cas, nous, notre diagnostic, c'est de dire que les anciens régimes souvent étaient pressés de mettre en œuvre des projets pour montrer qu'ils ont commencé à faire des choses, par exemple des infrastructures qui sont visibles, mais dont la structuration, le projet n'a pas eu une maturation suffisante pour pouvoir avant d'être implémenté. Donc moi, je dirais que sur ce plan-là, de la transparence, aussi, nous sommes en tout cas en train de poser les jalons pour que les Sénégalais retrouvent la confiance en leur gouvernement. Et sur le plan de la justice, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'au Sénégal, la justice, on retrouve encore la confiance en la justice. Et pour que voilà, les dossiers où il y avait le coude qui était très lourd, qu'on avait posé, en tout cas le coude là de l'ancien président, pour ne pas le citer, on l'a levé. Vous pouvez le citer, hein? Enfin, c'est pas lui qui nous intéresse, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas d'obstacle, en tout cas. C'est-à-dire que tous les dossiers qui étaient mis dans les tiroirs, parce que c'était souvent des gens qui étaient proches du pouvoir. Donc c'est la transparence. Ça, c'est la transparence. Et ce qui est important aussi, c'est que on veut que les Sénégalais, on appelle à tous les Sénégalais de continuer à se mobiliser, de soutenir ce gouvernement, parce que les choses ne vont pas être faciles. C'est ce qu'on a toujours dit, et qu'on ne va pas se développer du jour au lendemain, mais il faut poser les fondamentaux. Et pendant cette période-là, ce qui est important, c'est de définir une vision claire, de dire aux Sénégalais là où on veut les amener, et que ça ne sera pas facile et que les Sénégalais doivent être prêts pour nous accompagner. Vous avez longuement dressé le portrait de votre pays sous le président Diomaye Faye, parce que d'habitude vous me dites que je ne vous donne pas assez la parole. Je vous ai laissé longuement parler aujourd'hui, Kadiali. Abdou. Alors, on aimerait que le Sénégal se porte à merveille, mais aujourd'hui, en mars 2025, est-ce que le Sénégal se porte bien? Je ne suis pas sûr. Si on a le retour des populations, sur le plan économique, ce n'est pas un secret que nous traversons des moments très durs, très difficiles, pour en partie aussi à cause de choix ou de décisions impopulaires. Quand on a demandé, par exemple, d'arrêter les travaux, les constructions sur le littoral, ça a quand même plombé l'économie du Sénégal. C'est une réalité. C'est une chaîne de la petite maman qui vend ses arachides aux maçons, aux menuisiers, à la personne qui a sa quincaillerie, jusqu'au chef de chantier. Ça a beaucoup quand même impacté. C'est une réalité. La sortie du Premier ministre aussi, la conséquence a été la dégradation de la note du Sénégal. Conséquence sur le plan économique. Aujourd'hui, le Sénégal emprunte sur le marché avec un taux quasiment de 10%, ce qui est excessivement cher. Une dette aussi héritée de son prédécesseur, sans se fier au rapport de la Cour des comptes. Tout à fait. Et bon, je ne veux pas revenir sur ça. On a une émission sur ça, avec beaucoup de controverses. Et moi, ce que je disais, c'était qu'on aurait dû éviter cette polémique. Il y a des gens qui disent que le vrai rapport c'est pas celui qui est partagé. Honnêtement, je leur laisse le bénéfice du doute sur ce plan. C'était juste deux exemples de décisions de choix quand même qui ont contribué à rendre un peu l'économie sénégalaise en difficulté. Par ailleurs, moi, ça m'attriste sur cette question, sur le plan social. Quoi qu'on puisse dire, on peut reprocher tout au président Macky Sall, mais il avait quand même beaucoup fait sur le plan social. Il parlait d'équité sociale. Quand on suspend, pour ne pas dire arrêter les bourses sociales, surtout en cette période de Ramadan, c'est problématique. Par ailleurs, quand on voit des licenciements massifs pour un régime qui doit créer de l'emploi, qui doit relancer en tout cas l'économie,
moi, ça m'attriste. Souvent, l'argument fallacieux qui est évoqué, c'est des partisans de Macky Sall. Les partisans de Macky Sall ne sont pas des Sénégalais. Même si c'était le cas, et encore, c'est à ce niveau, j'ai du mal à comprendre ce choix. Donc, pour corroborer mon propos sur cette question, ajouter à cela la question de la justice. Il a dit qu'on commence à faire confiance, mais je crois qu'on va vers des lendemains très complexes sur le plan de la justice, avec notamment cette fameuse loi d'interprétation qui est très problématique. Loi qui, normalement, aurait dû être abrogée, si on se fie à la déclaration du président de la République le Nouvel An. Le Premier ministre aussi, lors de sa déclaration de politique générale, avait clairement dit que même si la loi finalement était faite pour nous, nous n'en voulons pas et nous allions tous retourner, en tout cas essayer de nous expliquer. Au-delà de ça, moi, c'est surtout l'insécurité juridique, cette difficulté, cette problématique que la loi va créer. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Je vous ai dit de défis économiques, qui est une vérité, une réalité. Défis sociaux ou sociaux, qui est une réalité. Ajoutez à cela une instabilité, une potentielle, une probable instabilité. C'est trop, c'est trop. Et pour finir sur cette question, quand même le tempo est un peu lent pour des gens qui avaient une vision, un programme, surtout des livres solutions. Honnêtement, aujourd'hui, il faut aller très vite. Le Sénégal aussi a suscité, le PASTEF, ces nouvelles autorités, ont suscité beaucoup d'espoir. Donc, je ne suis pas sûr que le peuple soit assez patient pour leur laisser quand même 5 ans pour faire le bilan, le diagnostic. Non, le tempo est un peu lent. Il faut accélérer la cadence. On va aller rapidement, on est vraiment plus par le temps, sur un autre sujet qui me tient à cœur. Comment jugez-vous les relations? J'aimerais bien quand même rebondir sur ce qu'il vient de dire très rapidement. 1 minute. Alors, sur les littoraux, enfin, je commencerai par le tempo qui est lent. Je pense que... J'aurai le droit de réponse. C'est lui qui décidera. Mais je dirais juste que sur les tempos très lents... Mais il faut qu'on parle des relations entre le Premier ministre et le Président de la République. C'est très important. Oui, mais... Un an après, c'est une relation qui a été beaucoup... des gens ont prophétisé une dégradation de la relation au fil du quinquennat, ce qui n'est pas encore le cas. Mais on reviendra tout à l'heure. L'avenir nous le dira, mais je rebondis très vite sur le tempo qui est lent. Je pense que c'est mal jugé quand même de dire que le tempo est lent, parce que quand on regarde sur un an, on a pu quand même définir la vision Sénégal 2050. Je pense qu'il parle des attentes, des résultats, parce qu'il y avait un dynamisme aussi annoncé. Oui, il y avait un dynamisme annoncé, mais ce qui est important, c'est important de faire une comparaison. En 2012, de 2012 à 2014, il n'y a pas eu de plan Sénégal émergent. Nous, on a pu faire ça quand même en notre vision 2050 en 6 mois. Donc, on l'a défini avec une vision qui est assez claire et on sait où on va aller. Et ça, c'est une chose. Il y a aussi une rupture dans la manière de faire, dans la manière de mettre en œuvre. Moi, je pense que pour que les gens qui nous regardent puissent comprendre mieux les choses, qu'il y a une politique publique concrète qui a été mise en place, dont vous avez des exemples, une illustration pour montrer que le gouvernement aussi, en une année, a apporté une mesure forte. Peut-être c'est ce que Abdou voulait dire. Oui, les mesures fortes, c'est déjà la maturation des projets. C'est-à-dire qu'il y a un comité qui a été mis en place pour la sélection des projets et programmes d'investissement public. Donc, pour le moment, la première année, on est plus dans la préparation. Il n'y a pas vraiment d'action concrète qui était... Il y a des actions, parce qu'il faut dire les choses. C'est que quand on est arrivé, j'aime bien reprendre l'expression du Premier ministre, on pensait qu'on était au 4e sous-sol, mais en fait, on est au 10e sous-sol. Et donc, ça ne vous aura pas échappé. La communication aussi. Oui, je suis désolé. Mais... C'est-à-dire qu'on peut dire que c'est la communication, mais c'est une réalité. Quand vous arrivez vous héritez d'un État où vous pensez que les finances étaient assez dégradées, on va dire, mais que vous trouvez une situation assez catastrophique, ça vous conduit quand même à revoir votre feuille de route, en quelque sorte, si vous êtes raisonnable. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que la rupture qu'on prône, nous, c'est de dire qu'on ne va pas se précipiter pour montrer aux Sénégalais qu'on travaille, on va investir sur des projets visibles, comme ils l'ont fait sur les terres, sur d'autres projets. Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut avoir des projets. Une fois que le projet est sorti, qu'on sait que ce projet-là,
une fois qu'il est mis en œuvre, ça aura un impact social. C'est ça, en fait, l'enjeu. Et là, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est la mobilisation des financements, surtout tout ce qui est financement concessionnel sur les projets à long terme. Parce que ça nous coûtera moins cher. Moi j'ai du mal. Non, mais attendez que je termine. Donc, je voulais dire qu'en fait, le tempo, certes, il est lent, c'est important, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Donc, nous, on ne se précipite pas, on fait les choses correctement. Et ça, c'est une rupture dans la manière de faire, en fait, aujourd'hui, qui est différente de ce qu'on a connu avant. Moi, je vous aurais suggéré, honnêtement, de mettre entre parenthèses le mot rupture. Rupture, mais laissez-moi finir. C'est aux populations. Je suis désolé. Laissez-moi juste finir. Il m'a donné la parole, mais je vous en prie. On reste sur le tempo, c'est vraiment intéressant, Abdou. Oui, non, mais attends. Le leadership, c'est quelque chose de fondamental. Pour moi, quand on aspire à diriger un pays, c'est parce que d'abord, on a une vision. Le passé existe quand même depuis 10 ans. Ce n'est pas au bout de 6 mois qu'on nous présente une vision qui aurait dû être présentée dès leur arrivée au pouvoir. Autre chose. On peut prendre connaissance aussi de ce qu'on a un peu en tant que... C'est à ce niveau que je me dis souvent, moi, je suis d'accord, il y a beaucoup de manquements. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Macky Sall, aujourd'hui, vous l'appelez, il vous dira qu'il y a des choses que j'ai mal faites. Il y a des erreurs que j'ai commises que je n'aurais pas dû faire. En tout cas, il ne se retrouve pas dans le rapport de la... Aujourd'hui, demain, je ne parle même pas d'ici 5 ans. Au bout d'1 an, si on auditait leur gestion, on aurait des choses à dire. Mais ce que je veux dire, moi, l'argument qui consiste à dire on a trouvé le pays au sous-sol, au 4e, au 5e, pour moi, ce n'est pas ce qu'on attend des autorités. Ce leader à 4 pattes, 5 pattes, c'est celui qui a à peu près des solutions sur tout. On n'est pas arrivé au pouvoir. Quand on arrive au pouvoir, c'est parce qu'on a une vision, c'est parce qu'on a des solutions concrètes. C'est-à-dire, on ne va pas gouverner parce que le pays est difficile. Wade a trouvé un pays extrêmement difficile. Wade, quand il partait, il a dit à Macky Sall, au bout de 6 mois. Mais je veux dire, l'excuse, vous devez arrêter de vous excuser en disant qu'on a trouvé un pays difficile. On vous a élu justement pour faire face à ces difficultés. On fait face à ces difficultés-là. La population sénégalaise ne peut plus attendre au bout d'1 an. Il faut abréger la souffrance des populations. Je ne dis pas que vous allez tout faire tout de suite et maintenant, mais au moins que la population sente qu'il y a un changement. En tout cas, en une année, je pense que ce n'est pas le moment de faire un bilan. Nous, on essaie d'examiner un peu l'anniversaire de la présidence du président. Et je pense que vous avez eu du mal à me donner une mesure concrète. Non, mais je donne un exemple, par exemple, des témoignages qui sont très clairs. Il y a un acteur économique très connu au Sénégal dans le secteur de l'importation, par exemple du riz. Parce que pour importer du riz, on donne ce qu'on appelle les DIPA, les déclarations d'importation des produits alimentaires. Mais il a posé une question très précise. Aziz Ndiaye, bon, il fait de la politique. Je pense que vous allez prendre sa place pour faire l'émission. Je peux répondre à Aziz Ndiaye. Non, mais ce que je voulais dire, c'est juste... Merci. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est un témoignage. C'est quelqu'un qu'on sait qu'il n'est pas du côté du parti qui est au pouvoir. Et il a fait un témoignage qui est extrêmement important en disant qu'il est resté dans son bureau et on l'a appelé pour lui dire qu'on vous a octroyé 3000 tonnes. La capacité d'importer 3000 tonnes en fait, de riz. C'est un importateur. Lui, à la télévision, il nous explique qu'avant, il avait du mal à obtenir 500 tonnes. Et encore que s'il avait obtenu 500 tonnes, il fallait qu'il paye en fait. C'est-à-dire que dans l'ancien système, il donnait en fait les autorisations, ce qu'on appelle les DIPA, les déclarations à des personnes qui allaient lui vendre ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas quelque chose qui est visible. Quel est l'impact sur la population concrètement? Quel est l'impact sur la population? Est-ce que le riz a diminué? Non, mais c'est important que je vous dise ça. Pourquoi je vais en venir. Attendez, je vous dis, c'est important parce que... Je pourrais apporter un argument. En fait, parce que ce qui va permettre d'ici le mois d'août de baisser, en fait, sur la rentrée de lait qui vont venir, de passer le kilo de 375 francs à 300 francs. Ça veut dire que c'est des mesures concrètes par rapport aux mesures qui ont été déjà prises en fait il y a de cela quelques mois. Ça c'est sur le riz par exemple, sur tout ce qui est production en fait sur les denrées. Donc moi je pense que pour qu'on puisse mieux tous comprendre, cette première année, on pose les bases, on présente la vision et c'est dans la foulée. Il y a des choses, par exemple... Donc, il n'y a pas eu de mesures vraiment concrètes. Par exemple... Regardez, moi, je peux donner un exemple clair. Comme Macron, il arrive, désolé, en comparaison n'est pas raison, mais même aux États-Unis, on voit M. Trump qui signe pas mal d'executive orders pour pouvoir faire changer les choses. On sent déjà des mesures. Moi, ce que j'aimerais pour qu'on puisse au moins...
éclairer le débat, est-ce qu'il y avait une mesure forte que vous pouvez mettre en avant pour dire, bon... Non, mais je donne un exemple, par exemple, sur les coopératives agricoles, en fait. La première coopérative a été mise en place à Salémata, par exemple. Ça permet, par exemple, des coopératives de 500 hectares qui vont permettre, c'est au niveau du ministère de l'Agriculture, qui vont permettre en fait de faire ce qu'on appelle nous dans le plan stratégique pour tout ce qui est agriculture, de sédentariser déjà les populations, c'est ce qu'on avait dit, de mettre en place en fait un écosystème au niveau local pour que les gens puissent travailler et être autosuffisants en fait dans le cadre en fait de l'autosuffisance alimentaire. Et ça permettra aussi à ces coopératives, la production va alimenter tout ce qu'on appelle les cantines en fait scolaires pour les enfants. Donc ça, c'est des mesures qu'on est en train de mettre en place. Récemment, ils ont importé plus de 1500, 1200 en fait, génisses pour l'autosuffisance en lait. Ça, c'est une mesure qui est concrète. C'est-à-dire que ça vient augmenter notre capacité. Ça, c'est une autre version des DAC, les domaines agricoles communautaires. Vous pouvez dire ça, vous pouvez dire que c'est une autre version, mais en tout cas, ça, c'est des mesures qui sont concrètes. Mais quel est encore l'impact? Il a posé la question, honnêtement. Par exemple, je donne un exemple, Sonacos. La Sonacos a redémarré. Aujourd'hui, Sonacos Kaolack a redémarré avec le recrutement de plus de 2000 jeunes. Au niveau du ministère de l'Industrie, aujourd'hui, récemment cette semaine, ils ont annoncé le recrutement de 1000 jeunes qui vont s'occuper de tout ce qui est la garantie pour l'effectivité des mesures qui ont été prises sur la baisse des denrées de première nécessité. Donc il y a toutes ces mesures qui sont prises en compte. J'espère que ces jeunes ne seront pas pris sur la base d'un CV pacifien, comme l'avait dit le ministre de la Santé. Mais il est toujours dans cet esprit caricatural. Non, ça c'est pour charrier. Mais honnêtement, on parle de choses sérieuses. Honnêtement, comme il l'a dit, en un an, on ne peut pas faire un bilan. Mais au moins, on peut constater objectivement les grandes orientations, le cap, les grandes orientations, c'est ce qu'on n'a pas. Non, mais si, je pense que le Sénégal 2050, c'est la vision. Moi, je me disais, est-ce qu'il y avait une mesure concrète qu'on pouvait mettre en avant au moins durant cette première année? L'exemple d'une mesure concrète qui aurait dû être mise en avant, le problème de la justice. Le passé a tellement décrié la justice. Non, mais quand ils sont arrivés, je réponds quand même parce qu'il a parlé. Quand ils sont arrivés, ils ont fait des assises de la justice, qui était une très belle initiative, mais ça n'a pas abouti. Pour moi, l'indépendance de la justice aujourd'hui, c'est à deux niveaux. Que le président sorte du Conseil supérieur de la magistrature et que le ministre de la Justice ne dépend plus du Premier ministre, que le procureur ne dépend plus du ministre de la Justice, que le procureur ne dépend plus du procureur général. Quand on arrivera à faire cette séparation, on aura une justice indépendante. Et encore au bout d'un an, que devient... Vous dites quand même des choses qui n'existent nulle part. Vous dites que le ministre de la Justice ne dépend plus. Non, je caricature en reprenant les termes du Premier ministre. Non, c'est Ousmane Sonko qui l'a dit. Non, il n'a jamais dit. Le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur ne sont pas des autorités judiciaires, ce sont des autorités politiques. Quand j'appelle le ministre de la Justice, je lui dis, fais ceci, il appelle le procureur qui fait ça. Non. Il a donné même le cas de Déthié. Il a dit. Non. Oh, quand même. Non, mais ce qu'il a dit, il a dit quand j'appelle le ministre de la Justice est une autorité politique, il est obligé de le poursuivre. C'est différent de dire que j'appelle le Premier ministre. C'est en ces termes qu'il a dit. Oui. Quand j'appelle le ministre de la Justice. Vous êtes d'accord avec ses propos? Non, je ne suis pas d'accord du tout avec ses propos. Non, il a dit en citant Déthié Fall. Oui, mais l'exemple qu'il a donné, c'est que je rebondis sur votre Du coup, mais ce sont les termes qu'il a utilisés. Oui, mais je rebondis sur votre argumentaire en disant que... C'est ce qui se passe au Sénégal, concrètement. C'est comme ça que ça se passe. Mais vous avez dit, Abdou, soyons quand même, écoutons-nous un petit peu. Vous avez dit que vous voulez que le ministre de la Justice ne dépend plus du Premier ministre. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Je vous réponds que ça n'existe nulle part. C'est en caricaturant, j'ai dit, en reprenant ces propos, je l'ai dit de manière très claire, je crois. Il ne faut pas aussi... Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous vivez dans un monde qui n'existe pas alors. Il est vrai que le ministre de la Justice, c'est une autorité politique. Donc le débat n'est pas là. En fait. Quand le Premier ministre l'appelle, il fait ce qu'il lui demande de faire. Il est membre du gouvernement sous l'autorité du Premier ministre. Ce qui est important sur cette partie-là, c'est qu'il faut que dans notre système, il faut qu'on avance, monsieur, qu'on mette en place des outils juridiques qui permettent en fait au procureur de la République d'être indépendant. Et pour le moment, effectivement, ça c'est l'une des mesures dont vous avez les cartes en main. Donc, vous nous jugérez à la fin du quinquennat si on le fait ou on ne le fait pas. En tout cas, ce qui est certain aujourd'hui, personne ne peut dire que la justice n'est pas indépendante. Ces suspicions qu'on avait avant, je pense qu'aujourd'hui au Sénégal, tout le monde est d'accord pour nous dire que
La justice, en tout cas, retrouve ses... lettres de noblesse. Ouais, c'est l'aide de noblesse qu'on avait avant. C'est trop facile, Voilà. Kadiali. On va désolé, avancer, mais... messieurs. Je veux qu'on parle des relations entre le Premier ministre et le Président de la République. Est-ce que Bassirou Diomaye Faye, qui était présenté comme le dauphin d'Ousmane Sonko, ce président par procuration, pour répondre à propos d'autres, a réussi à s'imposer aujourd'hui face à son mentor? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, oui, il a réussi à s'imposer parce qu'on retrouve aujourd'hui une application de notre constitution sénégalaise de manière beaucoup plus respectueuse des dispositions. Le président s'occupe de tout ce qui est du domaine international et le Premier ministre s'occupe en fait de la vie politique au Sénégal, de la gestion courante de l'État du Sénégal. Aujourd'hui, on a un chef à la tête de l'exécutif, le gouvernement, pardon, un chef à la tête du gouvernement qui est le Premier ministre, qui gère son équipe, le quotidien, et tout ce qui est la définition, en tout cas, de la stratégie et de la politique de l'État du Sénégal, c'est le président qui drive, on le voit bien, il représente le Sénégal, toutes les grandes décisions, en fait, tous les grands rendez-vous auxquels le Sénégal doit participer, c'est lui qui y va, c'est lui qui gère, en fait, qui porte cette image du Sénégal, ce leadership, et le leadership au niveau, en tout cas, de l'action concrète avec les conseils interministériels. On a un vrai chef qui est là, qui essaye de coordonner, en fait, l'action du gouvernement. Pour moi, en fait, aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de vivre quand même un moment assez particulier au Sénégal. Je dirais que ce qui existe aujourd'hui au Sénégal, on l'avait eu peut-être certainement lorsqu'on avait Mamadou Dia à l'époque, qui était le président le Premier ministre, l'équivalent du Premier ministre, et Senghor également. Mais pour le reste, pour les autres gouvernements, souvent ce qu'on avait constaté, c'est que le Premier ministre, c'était en quelque sorte, servait juste de fusible. C'est-à-dire que le président avait un Premier ministre qui lui servait de fusible. Aujourd'hui, on a un vrai Premier ministre qui dirige l'action du gouvernement. Et je pense que ça permet d'avoir quand même deux leaderships qui sont quand même différents, il faut le dire, sur la scène internationale et sur la scène interne. Je ne suis pas sûr quand même. Moi, vous me laissez terminer, vous avez la gentillesse de me laisser terminer ma phrase, mais allez-y. Je vous en prie, il a dit Abdou, c'est pourquoi. Tu sais que voilà, j'ai beaucoup de respect pour toi, pour tous les co-débatteurs, surtout toi. Ce plateau. Honnêtement, à ce niveau, il n'y a aucun problème. Il a dit Abdou. Bref, moi, je voulais dire que je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que, bon, je ne suis pas sûr que le seul domaine, si je reprends ce que tu as dit, à moins que j'ai mal compris, c'est vraiment la diplomatie, les relations internationales. C'est un de ces domaines régaliens, oui, la diplomatie. Mais le président de la République définit la politique de la nation. C'est ce qu'il a déjà fait. Le Premier ministre déroule, exécute cette politique. C'est ce que je viens de dire. Mais vouloir réduire quand même la responsabilité du président de la République à voyager, à nous représenter. Je n'ai pas dit ça. C'est un peu. C'est un peu. Non, quand il dit qu'il nous représente à des sommets, il a parlé que de diplomatie. Il a parlé que de diplomatie. Son domaine réservé. Non, il faut dire une chose. Ce que je viens de dire, c'est que le président, c'est quand même celui qui définit la politique. Ce que je salue, honnêtement, je pense que c'est un président qui a des convictions. Honnêtement, c'est mon point. Comme Ousmane Sonko. Par ailleurs, j'ai applaudi quand le président a dit « je vais démissionner quand même de mon poste de secrétaire ». Et ça fait partie, moi, personnellement, de mes revendications. Je pense que le président de la République ne doit plus être un chef de parti. Cependant, on est dans une situation particulière, il faut le dire. Le Premier ministre éclipse le président. Il faut le dire, c'est ça la triste réalité. Éclipse. Il concentre beaucoup trop de pouvoir. Quand vous donnez l'exemple de Dia, je crois que comparaison n'est pas raison. On n'est pas dans la même configuration. Aujourd'hui, quels sont les pouvoirs qu'il a en fait, en réalité? Comment? Parce que là, vous spéculez, quels sont les pouvoirs qu'il a? Parce qu'il n'a aucun pouvoir du point de vue constitutionnel. C'est que là, on a quelqu'un qui est actif, qui est un vrai manager d'équipe, qui dirige son équipe gouvernementale. Abdou, parlait d'éclipser, c'est quoi? C'est la personnalité dominante d'Ousmane Sonko ou on a un président qui n'arrive pas à s'imposer? Il y a des choses qu'on ne peut pas lui reprocher. S'il est visible, s'il est charismatique, on ne peut pas lui reprocher. Mais dans la pratique, dans les faits... Oui. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Moi, je suis tellement respectueux. Je suis tellement respectueux des institutions qu'il y a des choses que je ne peux pas me permettre de le dire. Mais quand, pour juste reprendre ce que le président avait dit, on le comprend. Quand le président dit que
l'un de ses combats, c'est de faire du Premier ministre le président. On peut comprendre une certaine posture, mais dans la pratique du quotidien, dans la réalité du pouvoir, il faut dire que le président est moins visible que le Premier ministre. Non, mais c'est parce que si vous avez envie de dire... Enfin, sur quoi, par exemple, le président aurait dû être visible et il ne l'est pas, par exemple? Parce que là, il y a des spéculations. Un exemple concret, s'il vous Un plaît. exemple, donnez-nous un exemple. Parce que là, les questions des formules, économiques, en fait. pour moi, c'est du domaine du président de la République. Son charge du Les gouvernement. questions C'est la vie de la nation. de C'est la la vie de la diplomatie. nation. Justement, tout à l'heure, quand, honnêtement, si je reprends ton argumentaire sans être caricatural, un auditeur qui écoute juste ce que tu viens de dire, je me suis dit, ah, donc le président, il gère l'international et le Premier ministre gère le pays. Donc, et c'est par le exemple, sentiment, le président, c'est la perception il que les Sénégalais le Conseil ont. des ministres où les décisions du gouvernement se prennent, par exemple. J'ai dit, si je reprends Non, ce que tu viens de dire et la perception j'ai pas pour dit les ça. Sénégalais. Donc peut-être tu as mal compris ou tu ne m'as pas bien écouté. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que est-ce que le président, c'est lui qui préside le Conseil des ministres? Naturellement. Les décisions Naturellement. Naturellement. Est-ce qu'il y a un pouvoir aujourd'hui, du point de vue de la législation sénégalaise, qui est dévolu au Premier ministre, alors qu'il n'aurait pas dû l'avoir? Est-ce que le Premier ministre a pris un décret, a signé un décret que le président aurait dû signer? Non. Est-ce que le Premier ministre est intervenu dans les faits? Vous êtes dans le secret des dieux pour les... Dans les faits, non, quand je dis dans les faits, des choses qui sont visibles, les choses qui sont visibles, c'est qu'il y a des conseils interministériels et vous n'avez jamais vu un conseil interministériel entre deux ministères qui sont présidés par le président. Non. On a un Premier ministre qui dirige son équipe, qui manage son équipe. Quand donc, je dis dans les faits, c'est ce que il serait le Premier intéressant ministre quand même si vous nous fait dites que... Il serait intéressant si vous nous dites que le Premier ministre éclipse le président. Qu'est-ce qui vous gêne là-dedans, par exemple? Non, ça ne me gêne absolument pas. Mais quand vous voulez faire je comprends pas, en fait. Comme si c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal que les choses se passent normalement, dans les relations entre Premier ministre et primature, je dis c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt le contraire. Faut dire on vient d'un moment où il n'y avait pas de Premier ministre aussi. C'est que moi, ce que je trouve dommage, c'est que cette situation-là découle de votre tripatouillage des règles électorale et vous nous retrouvez ici encore à nous expliquer que oui, le Premier ministre aurait... Qu'est-ce que vous auriez voulu qu'on fasse, par exemple, là, parce que moi, j'ai du mal, en fait, à comprendre le sens de vos propos, là. Par exemple, quand on dit que le Premier ministre éclipse le président, le Premier ministre, c'est le leader politique, actuellement, d'un parti politique. Et il a été empêché d'être candidat. C'est ça, en fait, la réalité. Chef de la majorité aussi. Chef de la majorité. Ouais. Il a été empêché d'être candidat par votre ancien président. Ce que je dis, c'est factuel. Le Premier ministre est plus visible que le président. Mais en quoi c'est problématique, par exemple? Non, soyons concrets. En quoi c'est problématique? Je n'ai pas dit que c'est problématique. Moi, mon argumentaire, c'est par rapport au fait que tu voulais nous faire comprendre que pour la première fois, on est dans une normalité dans les relations entre le président et le Premier ministre, en donnant l'exemple de Mamadou Dia. Je vous dis que non, c'est plutôt le contraire, parce qu'aujourd'hui, on a un Premier ministre qui est beaucoup plus visible que le président de la République. C'est ce que j'étais en train de démontrer. C'est de votre point de vue, mais ce que je veux en train de dire, c'est la perception des Sénégalais, en tout cas une bonne partie des Sénégalais. C'est que le président prend de la hauteur. C'est ce que je suis en train de dire. Je l'ai salué et mais laissez-moi juste publiquement dire, ce que je veux dire, c'est que le président prend de la hauteur. Ce que je veux dire, c'est que le président, il est un type en hauteur. D'accord. Comme on dit, c'est le père de la nation. Donc, vous avez bien loué le fait qu'il a démissionné de son poste de secrétaire, en fait, général du parti. Donc, ça, c'était une promesse qu'il a tenue. Aujourd'hui, le Premier ministre, il est beaucoup plus dans l'action politique, c'est-à-dire dans la mise en œuvre du projet, dans la structuration. Donc, c'est le Premier ministre qui, effectivement, dirige ses équipes. Ouais. C'est le Premier ministre qui intervient. Donc, ça, il n'y a rien de plus normal. Dans les déplacements au niveau du pays... Donc, au niveau du... Messieurs, on va avancer. Au niveau du style présidentiel, il faut dire qu'il a quand même porté ses habits. Passé au Diomaye Faye, aujourd'hui. Abdou? Sur certains aspects, oui. Il a du mal à mais trouver j'aurais aimé... Non. Moi en tout cas, j'essaie toujours de dire les choses avec conviction, honnêtement et franchement. Toujours je dis que j'ai beaucoup de respect pour Bassirou Diomaye Faye parce que je crois fondamentalement que c'est un homme honnête. Je crois qu'il a de la volonté. Donc vous entendez forcément... J'en viens. Donc vous entendez que le Premier ministre, il n'est pas honnête. C'est ce que vous dites en fait. Je parle du président. On m'a posé la question sur le président. Mais j'ai compris votre pensée. C'est pourquoi j'ai compris, honnêtement et franchement,
Et je le dis tout le temps. Je pense que vous avez un problème avec Sonko. Mais Sonko sera toujours là. Moi, je ne parle pas encore du Premier ministre. Il m'a posé la question sur le président. On a compris. Vouloir maintenant déduire de mes propos ce que je pense du Premier ministre, il faut être très très fort quand même pour penser, pour vouloir deviner ce que je pense. Mais honnêtement, oui, sur certains aspects, le président prend beaucoup de hauteur. Et c'est ce qu'on attend d'un président, mais il faut qu'il s'affirme davantage. Je pense que le président, il n'attend pas de vous que vous lui dites qu'il s'affirme. Il sait très bien le faire, il a toujours fait. Il n'a pas entendu que vous lui dites de s'affirmer. On va maintenant parler d'un sujet qui me tient à cœur. On est obligé de prolonger un peu l'émission parce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés. Moustapha va nous expliquer à la réalisation, on dirait un peu jusqu'à 52 minutes. Parce qu'il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est celui de la question du franc CFA. C'était l'un des arguments que vous évoquez pendant la campagne. Un an après, où en sommes-nous? Effectivement, c'est une promesse qu'on avait mise dans notre projet et que nous pensons que la souveraineté monétaire, c'est l'un des éléments pour réussir, pour retrouver déjà sa pleine souveraineté et aussi pouvoir mettre la monnaie au service du développement économique en fait, d'un pays. Alors, c'est des sujets qui ne sont pas du tout des sujets qui attirent le grand public parce qu'à un certain moment, on a essayé de les démocratiser pour en parler à tous les Sénégalais. Alors, je pense que ça attire un peu vraiment tout le monde. Hein, oui, surtout la jeunesse africaine. Mais ça intéresse beaucoup plus, on va dire, les acteurs économiques qui en font un sujet. Non, je ne pense pas, les Africains. En tout cas, les jeunes Sénégalais sont beaucoup attachés à ce sujet. C'est mon point de vue. Et je dirais que sur qui défend un peu le souverainisme. Oui, alors sur ce plan-là, le Premier ministre l'avait bien dit lors de sa déclaration de politique générale, que le sujet, en tout cas, ils sont en train de faire de travailler là-dessus avec nos partenaires. Et notre position, je rappelle notre position en tout cas sur PASTEF et qui est au pouvoir, c'est que la souveraineté en fait monétaire, nous pensons que nous devons l'avoir dans le cadre de l'UEMOA ou dans le cadre plus élargi de la CEDEAO, en travaillant avec nos pairs, les autres États membres pour aller de l'avant ensemble, pour sortir des mécanismes en fait du franc CFA tel qu'il existe aujourd'hui. Si nous n'arrivons pas, en tout cas, à avoir on va dire, faire ce pas avec les autres, c'est en ce moment-là que la sortie du Sénégal tout seul se posera. C'était un discours qui était prononcé durant la campagne aussi, ou c'est comme vous êtes arrivé en responsabilité que vous avez changé? Non, non, c'est un discours qu'on avait déjà. Je me rappelle bien que sur on va dire sur X, on avait fait en fait une sorte de conférence où on avait parlé de ce sujet et c'est le même discours qu'on avait tenu et que c'est ce qu'a rappelé encore le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale. Donc c'est des sujets qui sont très sensibles et qu'aujourd'hui, ces sujets-là, on ne veut pas non plus en faire un débat tout en longueur de journée, mais c'est des choses sur lesquelles, en tout cas, qui sont en avant. Je pense que vous êtes vraiment très engagé sur cette question. Hein, oui, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on... Non, l'engagement n'a pas changé. L'engagement n'a pas changé et nous, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, c'est en tout cas... Mais il y a un glissement sémantique. L'engagement n'a pas changé, mais bon, ils ont... J'ai pas fini ma phrase. Qu'est-ce que vous voulez dire? L'engagement n'a pas changé, mais ce qui est important, c'est plutôt dans notre philosophie globale, c'est que c'est pour mettre en rapport aussi la monnaie, c'est-à-dire qu'on dit que la Banque centrale, en fait, ne doit plus avoir ce rôle de gérer l'inflation, c'est-à-dire que la Banque centrale doit soutenir les États dans leur politique de développement. Et l'un des moyens, par exemple, c'est que nous, on puisse utiliser le franc CFA pour financer notre économie. Et donc, parce qu'on a un véritable problème de financement de notre économie. C'est un peu comme les bécassines, c'est zigzag quand même. On a du mal à suivre un peu sur ce sujet. Abdou. Alors, ce qui a changé, c'est qu'ils sont rattrapés par la réelle politique. Quand on est dans l'opposition, surtout avec une rhétorique populiste, on arrive au pouvoir, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Et à l'image d'ailleurs de notre diplomatie sur certains aspects. Je ne suis pas d'accord. Tout à l'heure. Ouais. Le Sénégal vit à l'intérieur de l'Afrique, qui vit à l'intérieur du monde. Nous pouvons dire, faire ce que nous voulons chez nous, conformément aux lois et règlements. Mais il y a des choses qui nous échappent complètement. La question du franc CFA, moi, à titre personnel, dans le cadre d'initiatives étudiantines, on a fait des débats, des conférences sur ça. On est tous convaincus qu'il faut aller vers une monnaie unique africaine. Moi, j'ai toujours défendu ça. Mais c'est une question... Une monnaie unique africaine?
Oui. Je n'ai jamais Bien entendu ça. Et c'est pour avoir une monnaie unique africaine, c'est une possibilité. Aller vers une monnaie unique africaine. C'est utopique. C'est que là, vous vivez sur une autre planète. Quand on a le CFA qui est partagé. Non, déjà, arrivons à gérer. C'est-à-dire que gérons déjà l'Afrique de l'Ouest avant de parler de toute l'Afrique. Pourquoi l'Europe a réussi à avoir l'euro? Parce que les économies ne sont pas pareilles, en fait, déjà. Et c'est pas une Pourquoi avec nos économies... Une monnaie unique, c'est pas du tout ce qu'on dit là. Parce qu'une monnaie unique, c'est quand, par exemple, la France emprunte à un taux différent de l'Allemagne, de la Grèce. Donc, c'est pas une monnaie unique, c'est une monnaie commune. C'est différent. Les termes, c'est pas... Monnaie unique, monnaie commune. L'Afrique est capable d'avoir sa monnaie, une monnaie unique africaine. Non. On peut y travailler. Et je disais... Les économies ne sont pas... Le Nigeria est une autre économie. C'est pas du, et la Gambie, par exemple, c'est pas deux économies. C'est le problème de la mise en place de l'écho. Hein. C'est pour ça que ça... Mais justement, il peut y avoir des difficultés. Pourtant, cette théorie ce que je voulais dire, est agitée depuis très longtemps. On ne parle pas de monnaie commune, on parle de monnaie unique. D'accord. Ce n'était pas l'objet du débat. L'objet du débat. L'objet du débat. Moi, je parlais juste de l'Afrique de l'Ouest. L'objet du débat. Vous parlez de l'Afrique de l'Ouest, hein, l'objet du débat, c'était que vous avez tellement porté cette question. On n'a jamais parlé de monnaie unique en Afrique. Non, ça c'est moi qui l'ai dit. Je donnais un exemple, je dis, par rapport aux engagements associatifs et à quel point la jeunesse africaine tient à aller vers cette monnaie unique africaine. Et si vous me dites que ce n'est pas réalisable ou que c'est utopique, ça n'engage que vous, mais je l'ai longtemps. Ce que je voulais dire sur la monnaie, ce qui est important quand même, c'est qu'il y avait des préalables qu'on avait fixés et que l'une des choses en fait qu'on a dit dans le programme et qu'on est en train de faire, c'est de reprofiler en fait la dette, parce que pour aller vers une monnaie unique au niveau de la CEDEAO, pour ne pas citer l'ECO, il faut qu'en fait, il y a des critères de convergence qu'il faut définir. Et parmi les critères de convergence, chaque État doit travailler pour redéfinir. Ce n'est pas la même économie que d'autres pays. Exactement, justement. Mais en fait, il y a quand même des critères de convergence. C'est pour ça qu'Abdou parlait un peu de discours un peu populistes. Est-ce que vous n'êtes pas un peu rattrapé par la réalité? C'est ce que j'allais dire là, c'est-à-dire que, en tout cas, nous, dans le programme, on avait posé en fait pour dire qu'il y a 12 préalables qu'il faut respecter pour aller vers cette monnaie-là. Ce n'est pas le même discours qui est entendu de la part de certains de vos supporters. C'est parce que Abdou, souvent, il parle sans pour autant rentrer dans le détail, mais moi, je veux juste donner un exemple. Par exemple, sur ce point-là, pour avancer, c'est de dire que dans ce qu'on avait dit, en fait, pour aller vers cette monnaie éco, ensemble, il y a ce qu'on appelle reprofiler la dette, c'est-à-dire que définir en fait la quantité en fait de la dette, la proportion de la dette extérieure. Ce qu'il a posé comme question, c'est très simple. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Je suis désolé. Laisse-moi finir. Sa question, c'est pas ça. Peut-être tu ne connais pas les sujets, mais laisse-moi terminer. Ce que je veux dire, c'est que la proportion en fait de la dette extérieure dans notre endettement, c'est-à-dire qu'il faut redéfinir ça et qu'on s'endette beaucoup plus en francs CFA. Ça permettra à nous d'avoir de maîtriser notre endettement, de ne pas être endetté vis-à-vis de l'extérieur. Une fois qu'on arrivera à ce niveau-là, on pourra en fait, en réalité, aller faire poser un pas en avant vers cette monnaie. Les Sénégalais apprécieront en tout cas Juste 30 secondes. Je ne suis pas économiste, mais sa question, c'est qu'est-ce qui a changé? Votre discours d'hier et votre prudence d'aujourd'hui. Rien n'a changé, Abdou. Ce qui a changé, c'est qu'on est au pouvoir et qu'on est en train de travailler. Que vous avez rendu compte. On est en train de travailler pour faire passer, par exemple, sur ce point que j'ai pris de manière très précise, la proportion de la dette extérieure en 2023, c'était de 73,5%. La dette intérieure, c'était 33%. Et ça, vous ne le saviez pas? On le savait. Et donc là, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire avec la loi de finances, on est en train de changer le profiling de la dette pour passer en fait à 66% de la dette extérieure et augmenter la part de la dette en fait intérieure. C'est-à-dire qu'on s'endette beaucoup plus en francs CFA et non de nous endetter par rapport à ce que vous avez fait en eurobond. Non, on ne parle pas du Sénégal. Il n'y a pas un taux fixe déjà, le taux n'est pas fixe. Incroyable. Attendez, le taux n'est pas fixe et en plus il y a l'impact en fait du change. L'impact du change, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est trop endetté dans nos pays. Donc ça, c'est les deux critères, en fait, qu'on se dit qu'il faut qu'on s'endette en taux fixe, éviter les taux variables, et aussi, il faut qu'on s'endette dans notre monnaie. Ça nous évitera, en fait, l'impact de devises et l'impact aussi des taux variables. Ça nous permettra quand même au moins de maîtriser notre endettement et de financer notre développement. On ferme le sujet sur la CEDEAO et on termine sur la question de l'AES, parce que le président Diomaye Faye avait porté ce bâton de pèlerin pour aller ramener ses pères à la maison. Échec total. Je ne dirais pas échec total. Pourquoi? Parce que le président Diomaye, en fait, il avait toujours dit qu'il ne faut pas fermer la porte. L'objectif, ce n'est pas de les ramener. Ce qu'il avait dit, c'est que si
il faut respecter la souveraineté des États. Donc, ça aurait été prétentieux au président Diomaye de décréter pour dire que je vais ramener les pays de l'AES dans la CEDEAO. Le discours n'était pas ça, en fait. Le discours, c'était de ne pas rompre en fait, les liens avec les pays de l'AES, comme ce qu'il y a eu il y a quelques mois, ce qui avait conduit à aggraver un petit peu la situation, d'ouvrir toujours le débat et de leur dire qu'il y a cette possibilité. S'ils veulent revenir, ils peuvent revenir. Donc, il n'y a pas un problème là-dessus. Moi, je dirais qu'en fait, le président Diomaye, il a une position panafricaniste parce que nos pays, le Mali, c'est un pays frère qui est d'ailleurs le premier, on va dire, le premier client du Sénégal sur le plan économique. Le port de Dakar. Exactement. Ouais. Donc, sur cette relation-là, je pense qu'il ne faut pas qu'on essaie à chaque fois de dire il faut faire très attention parce que c'est un point très sensible et que ces pays de l'AES vivent une situation très compliquée. Et donc, moi, je comprends. C'est peine perdue de pouvoir faire revenir l'AES à la maison. C'est pas peine perdue, c'est pas exclu. Parce que moi, ma vision, c'est de dire qu'il n'est pas exclu que l'AES, qui est devenue aujourd'hui une confédération, réintègre la CEDEAO en tant qu'État confédéré. Donc, c'est une possibilité. Le moment où ils sont encore différents États, et je pense qu'il faut peut-être collaborer avec eux, en tant qu'entité. Oui. Abdou. Alors, c'est bon. Il a essayé. Et comme on dit en médiation, on n'a pas d'obligation de résultat, on a des obligations de moyens. On lui a confié. On lui a confié. Cependant, ce qui a été reproché, ce qui a été reproché vraiment, je ne parle pas de la médiation en tant que telle, mais au régime, quand le président Bassirou Diomaye Faye est parti au Mali, après le Premier ministre suite à son voyage chez Paul Kagame, est reparti au Mali, une manière aussi de s'expliquer parce que ces États, le Mali, lui reprochent une certaine posture. Ils avaient promis, à travers ce qu'on pourrait appeler le panafricanisme, du soutien, une aide, surtout militaire. Quand ils arriveront au pouvoir, ils vont envoyer des militaires pour combattre aux côtés des frères maliens. Ça n'a pas été le cas. Tu as vu cette promesse où? Oui. Je n'ai pas eu. J'ai jamais entendu ça, en fait. Non, ils avaient dit qu'ils allaient... Non, moi je suis là, je m'intéresse quand même au sujet, donc on l'a dit où? Je vous trouve l'élément si tu veux, il peut le remettre en prochaine émission. Ils avaient dit qu'ils vont envoyer des militaires au Mali combattre. Le Premier ministre l'a dit. Le Premier ministre avait dit ça. Et quand tu vois certains panafricains qui commencent à s'agiter, et je ne suis pas d'accord avec eux, quoi qu'on dise, le Sénégal est un pays souverain. Cependant, tous les moyens sont bons pour créer le dialogue. Donc, il a fait ce qu'il pouvait, le président Diomaye Faye. Il n'a pas réussi sa mission. Aujourd'hui, le président ghanéen est en train d'essayer aussi de faire une médiation. Moi, je dirais juste que sur ce plan-là, quand même, ne précipitons pas les choses. C'est-à-dire que c'est sur le long terme. Il faut travailler sur le long terme. On avait compris ça. On a compris. On n'a pas pu parler de la décision de fermeture des bases étrangères au Sénégal. Une des grandes décisions que j'attendais que vous évoquiez quand même lorsque vous demandiez s'il y avait des annonces. Donc, pour dire qu'il y a eu quand même des choses en une année. Quand même. Sur la scène diplomatique, le Sénégal a quand même pris des initiatives. Oui. Donc, qu'il fallait évoquer. De discours aussi du Louvre, où il a dressé la nouvelle vision de son pays sur la scène occidentale. On ne peut pas aborder ce sujet malheureusement parce qu'on est pris par le temps. Mais moi, j'ai une question pour terminer. Comme je disais, certains ont prophétisé une dégradation des relations entre le président et son Premier ministre. Nous sommes à l'an 1. Est-ce que dans 2-3 ans, la complicité restera la même? Est-ce que le duo survivra aux tempêtes? Abdou? Honnêtement, moi, je suis un créateur de liens sociaux, donc je ne peux prédire que de belles choses à ce niveau. Le reste, le temps nous le dira, mais tout ce qu'on leur souhaite, honnêtement et franchement, c'est de réussir la mission que les Sénégalais les ont confiée, abréger la souffrance des Sénégalais, trouver des solutions concrètes, mais avec une exhortation, qu'ils fassent le travail. Et le travail, les populations apprécieront. Moi, honnêtement, cette rhétorique rupture, ça commence à être un peu lourd. La rupture se constate, elle ne se dit pas. Sinon, on leur souhaite. Merci Abdou. Kazali, conclue. Écoutez, moi, je dirais que les jaloux vont maigrir parce que 10 ans de compagnonnage entre ces deux hommes, une confiance totale
entre eux, Alors, mutuel Abdou et est là à respect. titre d'analyste. C'est vrai qu'il a milité aussi au sein de l'APR. Ouais. Donc, je Qui n'est dirais plus le que... cas aujourd'hui pour des questions de déontologie. Donc, je dirais qu'en fait, sur ce plan-là, j'ai aucun souci à me faire, moi. Je pense qu'ils vont encore continuer la mission qu'on leur a confiée, qui n'est pas facile. Et que Abdou n'aime pas la rupture, mais je vais répéter quand même, cette rupture, c'est parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas connu. La manière aujourd'hui dont nous gérons le pouvoir, c'est qu'on l'a bien vu, même sur les dossiers judiciaires, la machine ne s'est pas emballée, parce qu'on prend le temps de regarder les choses, de poser les dossiers, d'enlever le coude sur de dépoussiérer tous les dossiers. Non, mais juste finir sur ce point-là pour dire que sur ce plan-là, il y a une rupture et que aussi sur le plan de la transparence aussi, il y a une rupture. Donc j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée-là. C'est dommage qu'on n'a pas parlé de la loi. Oui, mais il y a une émission, on reviendra. Là, c'était juste pour parler du président. Parce que j'aurais bien aimé avoir le point de vue de mon cher Kadiali. On ferait une émission sur cette loi d'interprétation. D'ici là, en tout cas, joyeux anniversaire sinon c'était un plaisir. Diomaye Faye, et puis on lui souhaite aussi beaucoup de réussite pour la suite, surtout pour le Sénégal. C'est le plus important. C'est le plus important. Portez-vous bien. Merci à Mustapha, la réalisation, et à demain.